I, étant donné f de x, renvoie x et négligeable. Temps évanescent vers 0, et quand x est tiré uniformément sur v. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est clairement, ça implique que P différent de NP, parce que ce problème-là est clairement dans P, ça va être ça. Et du coup, si P était égal à NP, on pourrait inverser F, avec proba 1. Donc, en particulier 1 moins que epsilon, ça serait réglé. Voilà. Alors, on a plein de candidats. Donc, le candidat RSA, qui typiquement à x associe x puissance E. E, c'est un nom. Vous prenez n égale à PQ, PQ son premier et secret. Si vous maintenez secret la factorisation de n, entre deux nombres premiers de taille racine de n, ben, ce truc-là, on pense que ça c'est bien une permutation, parce que je pense que pour un E bien choisi, peut-être, il ne faut pas prendre n'importe quel E, mais pour un E bien choisi, ça va être bon. D'accord. Donc là, vous avez une permutation qui marche. D'accord. Ça, c'est bien, ça c'est taille grand N, ça c'est taille grand N aussi. Enfin, 2. Log N. Ça c'est taille log N aussi, donc tout va bien. Ouais, il doit y avoir un truc comme ça. C'est pas pour tous les E, mais bon, enfin, en tout cas, voilà. Alors celle-là, elle n'est pas top parce que elle n'est pas. Le fait qu'elle soit. On ne sait pas trop à quelle conjecture se ramener. D'accord. Il y en a une qui est plus sympa, qui est celle de Rabin, en fait. Mais bon, la RSA, c'est le truc qui est utilisé sur Internet partout, d'accord. Donc pour ça, tout le monde s'en fout, en fait. C'est le meilleur protocole derrière. Maintenant, c'est celui-là, le standard commercial, donc tout le monde utilise ça. Et il y en a une qui est mieux, au sens que c'est celle-là, c'est-à-dire qu'à x associe x carré modulo n, ou machin, et donc congruent à 1 modulo 4. Alors pourquoi celle-là elle est mieux? Parce que elle est le fait qu'elle soit à sens unique. Alors ça, je crois qu'il faut vérifier dans le bouquin, parce que je fais ça de mémoire et j'ai peur de me tromper. Et je crois que le fait qu'elle soit à sens unique, c'est équivalent au fait que la factorisation est dans P. C'est-à-dire que si elle n'est pas à sens unique, la factorisation est dans P. Donc ça, c'est pas mal. Bon, ça c'est à vérifier, à prendre avec les passages. En tout cas, on a des candidats pour les permutations, donc c'est pas aberrant de s'intéresser à ça. C'est un cas particulier du dessus, ouais. Mais je me suis peut-être gouré. Donc, bon. Oui, il y a un modulo 4. Enfin, il y a des conditions supplémentaires un peu plus fortes, quoi. Mais, c'est dans les notes au tout début du chapitre 9, quoi. C'est au tout début du chapitre 9. Je sais plus où c'est. Enfin, quand il parle des. Page 177. Voilà, c'est ça. Quand il définit les fonctions à permutation, il donne des exemples. Voilà. Donc là, Rabin. Donc Rabin, si on se souvient bien, c'est sur le test suivant. Voilà, donc on a P et Q qui sont congrès à 1 modulo machin, et voilà, on envoie juste sur X2. Donc là, en fait, ce qui se passe. Donc là, si on a la factorisation, on peut résoudre ça. Bon, enfin, voilà. En tout cas, ce qui est cool avec ces fonctions, c'est qu'elles sont trapdoor. Alors, trapdoor, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une porte de sortie. C'est-à-dire que si on vous donne un petit peu plus d'informations, vous êtes capable de les inverser. Donc ça, c'est vraiment une situation sympathique. C'est typiquement celle qu'on veut. C'est-à-dire que pour échanger des données sur Internet, on va être capable, moi, je vais être capable de les décrypter rapidement, mais je ne veux pas que les autres soient capables de les décrypter rapidement. Et moi, tout ce dont j'ai besoin pour décrypter rapidement, c'est connaître la factorisation de n. Donc si je connais la factorisation de n, je sais décrypter. Mais les autres ne la connaissent pas, donc conjecture que c'est dur, et ils n'arriveront pas à la décrypter. Donc ça c'est sympathique, vraiment c'est vraiment le meilleur des deux mondes, quoi, quelque part. On a à la fois un truc super facile à calculer, c'est vraiment des idées assez marrantes. Dans les années 70, c'est assez rigolo quand même. Donc voilà, donc nous maintenant, je ne sais pas si c'est un transparent là. Non, c'est vrai. Nous, maintenant, notre fonction, c'est ça. D'accord? Donc, on a notre suite
C'est le début de la suite, c'est ça. Je suis perdu, attends, c'est de quoi on parle Alors, nous, notre but, ça va être de rajouter un bit à quoi comme chaîne à la chaîne XR. D'accord. J'ai XR qui sont tous les deux uniformes. Ok. Au début, j'ai deux bits uniformes. D'accord. Donc ça, j'ai le droit parce que, si tu veux, je vais partir de UN et je vais arriver à U de LN. D'accord. Donc là, par exemple, UN, c'est n, enfin, tu prends deux bits de longueur petit n sur 2. D'accord. Et les premiers, ils seront aléatoires. C'est juste la recopie. Et après, c'est à partir des suivants que je vais commencer à faire des trucs un peu sophistiqués pour allonger. Tu transformes une distribution de taille 2n 2n en 2n plus 1. 2n plus 1. C'est ça l'idée. D'accord. Mais ça revient à la même chose que n à n plus 1. Il suffit juste de poser n égale 2n. Donc n égale 0. Bon, bref. Donc voilà. Donc là, j'ai ma suite, là, et je vais l'allonger d'un bit. D'accord. Et je vais démontrer que ce bit-là, il est imprévisible. C'est quel bit alors? C'est juste le produit scalaire. Les deux produits. Tu l'allonges pas pendant un ami. Oui, je l'allonge d'un bit et je change une partie du truc. Je change une partie des données. Je remplace, j'encrypte x avec ma fonction f. Pardon? C'est vraiment comme tout à l'heure alors? Non, je me suis mal exprimé. Je crée une chaîne de longueur n plus 1. D'accord. Donc une partie, ce sera l'aléatoire uniforme. Okay. En fait, quelque part, je file à l'algo des infos sur ça. D'accord, mais pas trop. Et j'encrypte une partie du truc avec ma fonction non inversible. Peut-être que si on donne les deux premières, tu ne peux pas te donner la troisième. Exactement. Là, l'idée, ça va être ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas ça qu'on va démontrer. C'est que ce qu'on va démontrer, c'est que si je suis capable de filer la troisième, je suis capable d'inverser f. Ce qui revient au même. Mais grosso modo, c'est la façon dont on va s'y prendre. Ok. Bon. Alors là, on va utiliser de façon vraiment importante le fait que cet espace n'est pas structuré n'importe comment. En fait, ce qu'on veut faire, c'est vraiment donner de l'info, mais pas trop. C'est-à-dire que si je suis capable de prédire ce bit-là, alors je suis capable de revenir en arrière. Donc il y a vraiment un espèce d'équilibre un peu délicat. Alors on procède comme tout à l'heure, par l'axiome. On va supposer qu'on est capable de prédire le dernier bit. Donc, je suis capable de prédire le résultat étant donné f de x et r, je suis capable de calculer x fois r. Alors, avec une proba significativement supérieure à 1,5, parce qu'avec 1,5, je suis toujours capable de prédire avec probabilité 1,5, il suffit que je réponde n'importe quoi. D'accord. Ça, c'est bon, avec probabilité 1,5. Donc là, je suppose que je suis un peu meilleur que 1,5, d'accord, sur la prédiction. D'accord. Avec mon epsilon, comme tout à l'heure, 1 sur n puissance moins c. Donc pour une infinité de n. Donc je prends un tel n, pour lequel je suis capable de prédire le truc. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que, donc, si je prends un x aléatoire, je vais être capable de prédire significativement. D'accord. Donc en fait, le premier truc qu'on va démontrer, c'est qu'il y a une proportion raisonnable de x sur lesquelles je suis capable de prédire correctement, et je vais me focaliser sur ces x-là. Okay. Bon, bah alors ça, c'est tout simplement de dire que quoi? On va essayer de trouver un algo qui inverse. Donc là, on va construire cet algo. Okay. Et l'idée, c'est qu'on va essayer d'inverser. Donc je vous rappelle que le but, c'est de montrer que ça, c'est plus grand que ça. C'est plus grand, on va inverser avec une proba significativement plus grande que epsilon. Okay. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire que pour certains x. D'accord, ça suffira, parce qu'il suffit qu'il y en ait un petit peu pour que ce soit vrai. Okay. Alors, donc l'idée, c'est quoi? Quand tu dis un petit peu, c'est de quelle ordre? C'est 1 sur poly? En fait, on va voir tout de suite. C'est une fraction epsilon sur 2 pour laquelle ça sera vrai. Ok, alors. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on sait, c'est que A, si on lui file un x aléatoire, okay, il va répondre correctement, enfin il va prédire correctement le bit suivant avec proba supérieur à 1,5 plus epsilon. Okay. Donc ce que je prétends, c'est que ça veut dire que pour une fraction supérieure à epsilon sur 2 dx, A va répondre correctement sur ces x-là, quand R est aléatoire. Okay. Alors, on va faire le calcul, parce que c'est un peu pénible à comprendre comme ça, dans l'abstrait. Donc, ce qu'on sait, c'est que la proba que sur x et r, que A
de R f de x